Bienvenue chez Conte Policier. Dans le paisible village de St. Mary's, quelqu'un disparaît juste avant l'office du soir. Miss Marple, dotée d'un esprit brillant, commence à dévoiler les secrets cachés derrière les sourires polis. Un seul objet oublié laisse entrevoir une vérité à laquelle personne ne s'attendait. Avez-vous déjà senti le danger là où tout semble calme? Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. Le village de St. Mary Mead était aussi calme qu'une horloge qui retient son souffle entre deux tic-tac. La lumière de l'après-midi flottait sur la pelouse du presbytère, douce comme de la poussière de farine, tandis que les moineaux, perchés sur la haie d'if, continuaient leurs petites disputes animées. Dans le salon, l'odeur de la cire d'abeille se mêlait à celle de la lavande séchée des sachets de l'été dernier, signe d'une vie bien ordonnée. Madame Lestrange parlait d'une voix basse et posée de la répétition de la chorale prévue ce soir-là, les mains jointes aussi soigneusement que ses mots. La femme du vicaire écoutait avec une attention douce qui tenait presque de la gentillesse. Mademoiselle Marple, venue leur rendre visite avec son tricot, était assise à l'écart dans un fauteuil en chintz, dont le tissu portait de légères traces d'un chat disparu depuis longtemps. Elle trouvait la conversation plutôt reposante. Les chorales, pensait-elle, étaient des baromètres utiles de la nature humaine. Chaque discorde dans le village finissait par se refléter dans la partie soprano. C'est Madame Lestrange qui introduisit l'hésitation, la légère pause avant le tic. « Je suppose, dit-elle en lissant sa jupe, que le nouvel organiste sera tout à fait compétent. » Il y eut un petit silence. Être compétent à St. Mary Mead signifiait beaucoup de choses, dont aucune n'était purement musicale. Madame Price Ridley, qui était venue rendre un livre de cantiques emprunté et était restée pour veiller à la bienséance, répondit avec un sourire en coin. Monsieur Felton arrive avec une lettre de recommandation de l'évêque lui-même. On suppose qu'elle a été écrite récemment. Les aiguilles de mademoiselle Marple produisaient un léger murmure rythmique. Elle n'avait rencontré monsieur Felton qu'une seule fois. Grand, sérieux, le genre d'homme qui portait en lui une mélancolie, comme un hymne chanter une note trop basse. Il était arrivé pour occuper le poste d'organiste laissé vacant par la retraite soudaine du vieux monsieur Densham, qui avait elle-même fait l'objet de certains silences pleins de tact. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, deux fois, puis s'arrêta. L'air semblait attendre la note suivante, qui ne vint jamais. Madame Lestrange regarda vers la fenêtre. « Étrange qu'il teste la cloche aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Il reste encore plusieurs semaines avant l'office du soir. » La femme du vicaire s'excusa pour aller s'occuper du plateau de thé, et la conversation se dissipa en fragments polis. La nouvelle nappe d'autel, les roses qui refusaient de fleurir correctement, la difficulté de trouver des fils fiables à l'institut pour dépoussiérer les bancs. Pourtant, sous le bavardage domestique, coulait quelque chose de plus délibéré, un petit ruisseau de curiosité, sinueux et profond. À 5 heures, la bouilloire avait fini de bouillir, et mademoiselle Marple prit congé. Le chemin qui menait du presbytère à son cottage contournait le mur du cimetière, où la mousse formait de douces initiales sur les vieux noms. L'ombre de la corde de la cloche se dessinait faiblement à travers la fenêtre de la sacristie, se balançant sans que personne ne la tire. Elle s'arrêta, remarquant ce mouvement semblable à celui d'un pendule, et poursuivit son chemin vers la maison avec le pas calme de quelqu'un habitué à remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Le soir, le village se rassembla pour la répétition de la chorale. Les bougies tremblaient le long de la nef, leur fumée s'élevant comme des doigts interrogateurs. Monsieur Felton se tenait debout devant l'orgue, le dos droit, les épaules tendues comme si l'instrument pouvait lui résister. Son jeu, bien que compétent, manquait de l'humilité exigée par l'Église. Les notes se poursuivaient dans des motifs vifs, trop brillants pour être agréables.
Mademoiselle Marple était assise au dernier rang, à côté de la femme du sacristain. Elle observait les visages plutôt que la musique. Madame Lestrange chantait avec une ferveur qui contrastait légèrement avec son décorum habituel. Le vicaire jetait des coups d'œil vers la porte sud, comme si quelqu'un allait entrer. Même l'alto de Madame Price Ridley semblait aiguisé par l'anxiété. À la fin de la répétition, il y eut des rires forcés, brefs, et quelques remarques éparses sur les courants d'air et l'humidité. M. Felton ferma le couvercle de l'orgue avec une fermeté inutile. Il fut le dernier à partir, s'attardant dans la pénombre près de la sacristie. Mademoiselle Marple, ramassant son châle, crut l'entendre parler doucement, peut-être à lui-même, peut-être à l'air. Elle ne pouvait distinguer les mots, seulement le rythme, comme un homme qui compte quelque chose qui doit s'équilibrer exactement. Dehors, la ruelle sentait la terre et la pluie. Une seule lanterne brûlait à côté du porche du cimetière. La corde de la cloche ne bougeait plus, mais l'image de son mouvement précédent restait gravée dans son esprit, étrangement insistante. Au matin, la rumeur avait commencé à se répandre lentement. M. Felton n'était pas rentré chez lui après la répétition. La porte de son cottage était fermée de l'intérieur, son vélo était toujours appuyé contre la haie, et une seule chaussure gisait juste à côté du chemin, sa boucle brillant dans la rosée. Madame Price Ridley déclara qu'elle l'avait prédit, car les organistes étaient une espèce volage, et la femme du vicaire tenta de la faire taire en citant les Écritures. Madame Lestrange s'évanouit brièvement dans son salon, fut ranimée par les selles de la servante, puis refusa d'en parler. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple se servit une tasse de thé et laissa le monde venir à elle par la fenêtre ouverte. Elle écouta les récits qui se chevauchaient et lui parvenaient dans son jardin. M. Felton avait des dettes, il avait des ennemis, il avait une petite amie dans une autre paroisse. On l'avait vu marcher vers les bois au crépuscule, il n'avait jamais existé, mais était une sorte d'imposteur. Elle écouta, tricota et se permit une pensée tranquille, tirée de son expérience. La disparition d'un homme était rarement la première chose qui avait mal tourné. C'était généralement la dernière. La cloche de l'église, testée la veille, restait silencieuse. L'air du village était suspendu entre ses coups, dans l'attente. Le silence du matin s'intensifiait, comme si le village lui-même écoutait. La cloche de l'église, qui apportait habituellement un réconfort par sa régularité, se dressait désormais comme un point d'interrogation dans le ciel. Sur la route, le policier de Much Benham pédalait sur son vélo avec la lenteur délibérée d'un homme peu désireux de découvrir ce qui l'attendait au bout du chemin. Lorsqu'il arriva à la maison de l'organiste, la moitié du village avait déjà trouvé une raison de passer par là. Les rideaux bougeaient comme des paupières nerveuses, et le son de conversation à voix basse flottait entre les haies. Madame Price Ridley, invoquant sa sollicitude chrétienne, avait apporté un pot de marmelade au cas où le pauvre homme serait tombé malade. Madame Lestrange se tenait à proximité, pâle, gantée et réservée, le regard fixé sur la porte verrouillée. Mademoiselle Marple s'approcha, son chapeau de soleil modestement incliné, sa présence passant plus inaperçue que le rouge-gorge perché sur le poteau de la barrière. Elle observa les empreintes de pas sur le chemin. 2 séries, l'une menant à la porte, l'autre ne revenant pas. Le policier tentait d'ouvrir la serrure, le visage rouge d'effort pour paraître compétent devant tant de regards. « Elle est verrouillée de l'intérieur », annonça-t-il inutilement. « Il est peut-être tombé malade à l'intérieur. » Personne ne se porta volontaire pour entrer. L'idée d'une mort soudaine dans un endroit si familier les troublait plus qu'ils ne voulèrent l'admettre. Ce fut mademoiselle Marple qui suggéra discrètement que la fenêtre de la cuisine était peut-être moins bien fermée. Son ton ne trahissait ni urgence ni fierté, simplement un sens pratique modéré qui ne laissa au policier d'autre choix que d'accepter.
Lorsque la fenêtre fut ouverte et qu'il se glissa à l'intérieur, tout le monde retint son souffle. On entendit le craquement des planches, le bruit sourd d'une chaise déplacée, puis le silence. La porte s'ouvrit enfin, et l'expression du policier en dit plus long que ses mots. « Il n'est pas là, dit-il. Il y a du thé sur la table, 2 tasses, et la bouilloire est froide. 2 tasses. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme le son d'une cloche absente. Madame Price Ridley fut la première à prendre la parole, déclarant que cela prouvait qu'il avait de la compagnie, et que cette compagnie ne pouvait être que de nature indésirable. Madame Lestrange tourna brusquement la tête, mais ne dit rien. Mademoiselle Marple entra, ses yeux se déplaçant avec la douceur de l'habitude. La pièce présentait cette propreté inquiétante qui suit un rangement précipité. Un mouchoir brodé de l'initiale M était posé sur la cheminée, étrangement déplacé parmi le mobilier sobre. Elle le toucha légèrement. Du lin fin, un ouvrage de femme. Curieux, murmura-t-elle, et elle replia les mains. Le policier était occupé à écrire dans son carnet, énonçant des théories entre des lignes de sueur. Il trouva le manteau de l'homme disparu sur un crochet, une lettre à moitié écrite dans le tiroir du bureau et une seule bougie presque consumée sur le piano. « Il s'est enfui précipitamment, dirais-je, » conclut-il. « Peut-être à cause de dettes ou d'un déshonneur. C'est souvent le cas. » Mademoiselle Marple regarda la bougie. Elle avait brûlé de manière irrégulière, comme si quelqu'un avait essayé de l'éteindre et avait changé d'avis. « Oui, » dit-elle doucement. Ou peut-être avait-il l'intention de partir et n'avait-il pas réussi à le faire. À midi, le village avait son histoire. Certains disaient que l'organiste s'était enfui avec une choriste de la paroisse voisine. D'autres murmuraient qu'il avait été retrouvé mort dans les bois, mais qu'on l'avait emporté pour éviter le scandale. Le vicaire reporta les vêpres, non pas par manque de musique, mais pour dissuader les curieux de transformer le sanctuaire en spectacle. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple se rendit au cimetière. Le soleil projetait la longue ombre de la tour sur les tombes, et l'herbe semblait plus sombre, comme touchée par de l'encre. Elle examina la corde de la cloche à travers la fenêtre de la sacristie. Elle pendait droite et immobile, mais une fine couche de poudre blanche recouvrait le rebord de la fenêtre en dessous, comme de la farine secouée par des mains invisibles. De la craie, peut-être, ou du plâtre provenant du plafond. Elle remarqua cependant une petite empreinte à l'endroit où des doigts auraient pu saisir la corde, et sur le sol en dessous, une légère éraflure, comme si un talon s'était retourné précipitamment. Elle ne s'attarda pas. S'attarder aurait été inviter les commérages, et elle tenait à l'anonymat de son observation. Elle rendit plutôt visite à Madame Lestrange, officiellement pour lui rendre un patron de chaussettes tricoté qu'elle lui avait emprunté. La dame la reçut dans un salon, au ton bleu doux et aux rideaux tirés, avec une attitude gracieuse mais fatiguée. « Quelle affaire terrible !» dit doucement mademoiselle Marple en posant son sac à tricot sur ses genoux. « Je ne peux m'empêcher d'éprouver de la compassion pour ce pauvre vicaire. La musique apporte si souvent du réconfort, mais parfois je crains qu'elle n'apporte des ennuis. » Les mains de madame Lestrange se crispèrent sur sa tasse de thé. « Vous pensez qu'il est arrivé quelque chose à monsieur Felton ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Oh, ma chère, je ne pense jamais avant d'y être obligée. Je me contente d'écouter. Les gens disent souvent ce qu'ils ne veulent pas que l'on entende. » Le calme de la dame vacilla. Il était peut-être troublé. Certains hommes accordent trop d'importance à des détails insignifiants. Des notes, des mots, des silences. Elle hésita, puis se leva pour redresser un cadre photo posé sur la cheminée, représentant un jeune homme en robe de choriste, souriant faiblement comme s'il en savait plus qu'il ne le devrait. Mademoiselle Marple suivit son geste avec un intérêt poli. « Vous le connaissiez bien ?»
Alors, seulement à travers la musique, répondit madame Lestrange. Mais j'ai toujours trouvé que cela suffisait. Lorsque mademoiselle Marple partit, la cloche de l'église sonna une fois, bien qu'aucun office n'ait été annoncé. Elle résonna faiblement dans la ruelle, comme pour marquer quelque chose d'invisible, peut-être un avertissement, peut-être un souvenir. Elle s'arrêta à sa porte, jetant un regard en arrière vers la tour, où la lumière avait pris une teinte cuivrée sur la pierre. Elle pensa aux 2 tasses, à la bougie et au silence ininterrompu de la cloche. Quelque part parmi ces petites choses ordinaires se trouvait la forme de ce qui avait mal tourné, mais elle savait que le motif ne se révélerait qu'à ceux qui attendraient assez longtemps entre les coups. La lumière cuivrée de la tour s'était adoucie lorsque mademoiselle Marple atteignit son portail. Elle posa son panier à tricot, mais n'entra pas tout de suite. De l'autre côté de la ruelle, une mince colonne de fumée s'élevait de la cheminée du presbytère, et le faible ronronnement d'une voiture se rapprochait, signe d'une affaire officielle plutôt que d'une visite sociale. Elle s'arrêta devant l'église, où l'inspecteur Crail descendit avec une lassitude qui venait moins du voyage que de la certitude que les villages, malgré leur taille, pouvaient receler plus de tromperies que les villes. C'était un homme trapu, aux yeux vigilants, qui avait l'habitude de mâchouiller une pipe éteinte, comme si cela l'empêchait de parler trop vite. Mademoiselle Marple l'observait depuis le portail de son jardin, tandis qu'il interrogeait le policier, dont les gestes en disaient plus long que ses paroles. À ce moment-là, le regard de Crail se posa sur elle, de l'autre côté de la haie. Il souleva son chapeau et elle inclina la tête avec un respect modéré envers une autorité dont elle ne se fiait pas entièrement à l'efficacité. À l'heure du dîner, l'inspecteur avait établi son quartier général temporaire dans le bureau du presbytère, à la fois à la fierté et au malaise de madame Witherby, qui présidait le plateau de thé avec une dévotion nerveuse. Mademoiselle Marple, invitée en tant que témoin d'honneur, se retrouva en face de l'homme en charge. « Je crois comprendre, mademoiselle Marple, commença-t-il, que vous étiez parmi les dernières personnes à avoir vu M. Felton. » Ses aiguilles cliquetaient doucement. « Parmi les dernières ? Oui. Mais je crains que cette distinction ne soit partagée par plus de personnes qu'on ne le pense. » Il sourit sans joie. « On dit que vous avez le don de remarquer ce que les autres négligent. » « Ah, je ne dirais pas cela. On s'habitue simplement aux habitudes, la façon dont les gens plient leurs serviettes, comment ils choisissent de s'asseoir près ou loin de la fenêtre. La vie, inspecteur, est une composition plutôt répétitive. C'est la note déplacée qui attire l'attention. » Crail fronça les sourcils. « Vous avez remarqué une note déplacée, alors ?» Mademoiselle Marple sembla considérer la question littéralement. L'orgue était légèrement trop aigu. Cela rendait les hymnes trop enthousiastes, ce qui convient rarement à la confession. Puis, après une pause, il y avait 2 tasses de thé qui n'avaient pas été lavées. La femme du vicaire eut un petit hoquet de surprise. « Mais, mademoiselle Marple, j'ai dit à madame Price Ridley que cela devait être une erreur du policier. » Mademoiselle Marple eut l'air désolée. « Je ne pense pas que ce soit une erreur. Les soucoupes portèrent des traces d'usure différentes, l'une délicate, l'autre moins. J'ose dire que la 2e tasse a été utilisée par un visiteur peu habitué à la porcelaine fine. » L'inspecteur Crail se pencha en arrière. « Un homme, alors ?»« Peut-être, » répondit mademoiselle Marple d'un ton léger. « Bien que j'aie vu des femmes laisser des traces bien plus évidentes. » Les mains de madame Wetherby se posèrent nerveusement sur la théière, comme si celle-ci pouvait la protéger de toute implication. Vous n'imaginez tout de même pas, inspecteur, qu'une de nos dames lui aurait rendu visite à cette heure-là. J'imagine que oui, répondit Crail. Dehors, le crépuscule s'étendait en plis lilas le long du mur du cimetière. La corde de la cloche, visible depuis la fenêtre du presbytère, restait immobile.
Les yeux de Crail suivirent ceux de mademoiselle Marple dans sa direction. « Curieux, n'est-ce pas, dit-il, que tout le monde mentionne cette cloche, comme si son silence était un indice. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Dans un village, le silence est toujours un indice, inspecteur. Les gens ne font du bruit que lorsqu'ils pensent que c'est sans danger. » Après son départ, Crail resta assis un moment, sa pipe éteinte, l'odeur de l'encre du vicaire se mêlant à celle du vernis à la lavande. Il pensa aux 2 tasses, à l'homme disparu et à la fine poudre blanche que quelqu'un avait essuyée du rebord de la sacristie. Il l'aurait considérée comme de la poussière, s'il n'y avait pas eu la légère empreinte d'un talon de chaussure, petite, étroite et récente. Mademoiselle Marple, rentrant chez elle sous la première étoile du soir, portait ses pensées comme on porte une lettre pliée qu'il ne faut ouvrir qu'au moment opportun. À sa porte, elle trouva Madame Price Ridley qui l'attendait, emmitouflée dans son châle et sa juste indignation. « Ma chère mademoiselle Marple, dit-elle, je dois vous demander, pensez-vous que la police fouillera l'église elle-même? Ce serait tout à fait inconvenant, mais j'ose dire que c'est là que les hommes se cachent lorsqu'ils fuirent le péché. » Mademoiselle Marple ouvrit sa porte. « L'église est souvent un refuge, répondit-elle, mais j'ai remarqué qu'elle peut aussi être un miroir. Les gens ont tendance à y voir précisément ce qu'ils souhaitent éviter ailleurs. » Madame Price Ridley cligna des yeux. « C'est très philosophique, dit-elle, et elle se retira dans la soirée avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas réussi à obtenir d'aveu. Plus tard, alors que mademoiselle Marple rangeait sa table, elle s'arrêta devant sa propre tasse de thé, le mince anneau de porcelaine pâle à sa base, le petit éclat près de l'anse. « De telles choses, pensa-t-elle, endurent en silence les blessures sans se plaindre. » Par la fenêtre ouverte, on entendait au loin les pas du vicaire qui traversait le chemin de gravier derrière l'église. Une lanterne brillait faiblement près de la porte de la sacristie, se balançant dans la brise, puis s'éteignit comme si une main invisible l'avait éteinte. À l'aube, St. Mary Mead se réveilla avec un nouveau potin, transporté comme du pollen dans l'air matinal. Le garçon sacristain, envoyé tôt pour ouvrir l'église, avait trouvé quelque chose de très étrange. Le tabouret de l'orgue avait été brusquement tiré en arrière. L'un de ses pieds était fendu, et sur le clavier reposait une seule fleur pressée, une branche de bruyère blanche, soigneusement aplatie comme si elle avait été placée là, intentionnellement. C'était un symbole qui signifiait chance, ou parfois adieu. Mademoiselle Marple la prit par son laitier avant l'arrivée du courrier. Elle le remercia, ne manifesta aucune surprise et retourna dans son jardin pour tailler les roses. Ses pensées ne se tournèrent pas vers M. Felton, mais vers Madame Lestrange, vers la façon dont sa main avait tremblé lorsqu'elle avait parlé de musique, vers la photographie légèrement tournée vers le mur. Une femme, songea mademoiselle Marple, pouvait supporter la culpabilité avec une grâce remarquable, tant que personne ne lui demandait de chanter. La première cloche de la pratique matinale sonna une fois, rompant tardivement le charme du silence. Ce n'était pas un son clair, mais étouffé, comme si quelque chose dans le clocher absorbait le son. Mademoiselle Marple leva les yeux vers la tour, où la corde pendait droite et pâle, dans la lumière, et sentit le plus léger frémissement de certitude que quelque part dans le silence entre ces notes, la vérité avait déjà commencé à se manifester. Le son étouffé de la cloche flottait encore au-dessus des toits lorsque l'inspecteur Crail réapparut à la porte de mademoiselle Marple. Il se comportait avec la vivacité inquiète d'un homme dont la confiance commençait à s'effriter comme un vieil émail. Il tenait dans sa main une branche de bruyère blanche, pressée, scellée dans une enveloppe pliée. Ses fibres pâles avaient foncé pendant la nuit, comme si elles hésitaient à être examinées à la lumière du jour. « Trouvé sur l'orgue, dit-il sans préambule. Cela me semble être un sentiment. Une affaire de femme. »
Mademoiselle Marple posa ses cisailles de jardinage et regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une relique d'un chapitre depuis longtemps clos de la folie humaine. « Ah !» dit-elle doucement. « Chance ou adieu, selon l'endroit où elle est placée. » Creil fronça les sourcils. Elle était juste sur les touches. Comme c'est suggestif, murmura mademoiselle Marple. La musique et la superstition coexistent rarement en harmonie. Ils marchèrent ensemble vers l'église où un petit groupe de villageois s'était rassemblé juste derrière le porche, retenu par la barrière polie de la curiosité. Madame Price Ridley se tenait près de la porte, le visage rayonnant d'une satisfaction scandalisée. « Ils vont dire que c'est de la sorcellerie », déclara-t-elle sans s'adresser à personne en particulier. « Des fleurs sur l'orgue, on se croirait dans les Highlands. » À l'intérieur, la nef était fraîche et ombragée, avec une légère odeur de pierre humide et de cire pour meuble. Creil s'avança pour examiner une nouvelle fois l'orgue. Les touches portaient de légères traces de poussière remuée et le pied cassé du tabouret avait été provisoirement calé avec un livre de cantiques. L'attention de l'inspecteur s'attarda sur le bout de bougie qui reposait toujours près du pupitre. « Brûlé à moitié », marmonna-t-il. Cela pouvait provenir de la répétition de la veille. Ou d'après. Mademoiselle Marple se déplaçait silencieusement entre les bancs. Ses doigts effleurèrent le bois poli où les paroissiens s'étaient assis, son regard s'attardant sur de petits détails ordinaires. Une épingle à cheveux tombée, un livret de messe plié, une légère trace de craie sur le sol de la sacristie, là où pendait la corde de la cloche. Rien n'était hors de sa place. Et pourtant, pensa-t-elle, rien n'était vraiment revenu à sa place non plus. Le vicaire sortit de la sacristie, le visage plus pâle que d'habitude. « Inspecteur, commença-t-il, toute cette affaire est des plus troublantes. Je vous assure que nous coopérerons pleinement, même si je ne vois pas ce que la disparition de M. Felton pourrait avoir à voir avec notre Église. » « Où étiez-vous après la répétition ce soir-là » demanda Creil. L'hésitation du jeune homme fut presque imperceptible. « Au presbytère, bien sûr. Nous avons discuté des lectures pour l'office du soir. Le sac à tricot de mademoiselle Marple fit un léger bruit. Et avez-vous entendu la cloche sonner par hasard ?» Il cligna des yeux. « Non, non, je ne peux pas dire que je l'ai entendu. C'est curieux, dit doucement mademoiselle Marple, car on s'attend au moins à un coup d'essai, quand quelqu'un tire sur la corde simplement pour se stabiliser. » Creil lui jeta un bref regard, mi-irrité, mi-respectueux. « Vous pensez que quelqu'un s'y cachait ?»« Oh non, inspecteur, » dit-elle doucement. « Je pense que quelqu'un y attendait. » Le calme du vicaire s'évanouit visiblement. « Vous parlez comme s'il s'était arrêté, se reprenant. » « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, j'oublie que la spéculation est plutôt votre passe-temps. »« En effet, » répondit-elle gentiment. « Bien que j'ai remarqué que cela peut aussi être une nécessité, lorsque les faits deviennent si timides. » À l'extérieur de l'église, la lumière filtrait à travers les feuilles, projetant sur les tombes un motif qui semblait bouger alors que l'air était immobile. Les villageois avaient commencé à se disperser, leur curiosité momentanément satisfaite. Madame Lestrange, arrivée en retard, s'arrêta près du portail et croisa le regard de mademoiselle Marple avec un léger signe d'appel, sans se méfier. « Je n'aurais pas dû venir, » dit-elle doucement. « Mais on se sent attiré quand quelque chose de terrible s'est produit près de lieux sacrés. »« Tout à fait, » répondit mademoiselle Marple. C'est un peu comme revenir à un hymne inachevé, n'est-ce pas? On veut entendre comment il se termine. Les mains gantées de madame Lestrange se crispèrent sur la rampe. C'était un homme doué, mademoiselle Marple. Solitaire, mais doué. Parfois, j'avais l'impression qu'il ne jouait pas pour nous, mais pour quelqu'un que lui seul pouvait entendre. « C'est dommage, alors, » dit doucement mademoiselle Marple, que son public se soit tu. Lorsque la femme se retourna pour partir,
un léger parfum de violette flottait dans son sillage. Mademoiselle Marple remarqua distraitement que les violettes étaient rares à cette période de l'année. Dans l'après-midi, les discussions passèrent de la sympathie à la théorie. À l'épicerie, les femmes pesèrent les choux et leur conscience, hésitant entre une fugue et un acte criminel. À la poste, l'employé se souvint d'une lettre envoyée par M. Felton la veille de sa disparition, étrangement adressée à lui-même pour qu'il s'occupe de l'église. L'enveloppe avait été retournée le matin même, non réclamée. Mademoiselle Marple, qui passait par là pour aller prendre le thé, s'autorisa un petit sourire intérieur. Les villages étaient pour des organismes merveilleux. Chaque murmure était un air, chaque silence un pouls. Pourtant, ce silence, pensait-elle, n'était pas né de l'ignorance, mais de la préservation. Quelqu'un savait exactement ce qui s'était passé et préférait que cela reste enfoui dans la paroisse, comme un vieux péché enterré sous de nouvelles roses. Au crépuscule, elle s'assit près de sa fenêtre, l'air chargé du parfum du chèvrefeuille et d'une légère odeur métallique provenant de la cloche de l'église au-dessus. De là où elle était assise, elle pouvait voir le vicaire traverser le cimetière, d'un pas mesuré, les yeux fixés sur la tour comme s'il écoutait des instructions. Une silhouette l'attendait près de la porte de la sacristie. Madame Lestrange, son manteau pâle brillant dans la lumière déclinante. Miss Marple observait sans bouger. Les deux personnes échangèrent quelques mots, le visage à demi détourné. Puis la femme lui tendit un petit objet, peut-être un papier plié ou une photographie, et s'éloigna rapidement vers le chemin menant au presbytère. Quelques instants plus tard, le vicaire entra dans l'église et referma la porte derrière lui. Aucune cloche ne sonna, mais une ombre bougea contre la vitre de la fenêtre de la tour d'un mouvement régulier et rythmé, comme quelqu'un qui teste un mécanisme ou chronomètre une descente. Mademoiselle Marple se leva et tira ses rideaux à mi-hauteur. Le silence à l'extérieur s'était à nouveau intensifié, suspendu délicatement entre un instant et le suivant. Quelque part dans cette pause, pensa-t-elle, se trouvait le secret du crime. La note tenue trop longtemps, la main qui ne lâchait pas prise. Les rideaux à demi tirés, Mademoiselle Marple observa le lent rythme des mouvements à l'intérieur de la tour de l'église, jusqu'à ce que le crépuscule fasse complètement place à la nuit. L'ombre finit par s'immobiliser, laissant derrière elle un silence qui semblait résonner plus fort que le son. Lorsqu'elle ferma enfin sa fenêtre, le silence la suivit à l'intérieur, comme s'il avait accepté une invitation. Le matin arriva sans que la cloche sonne. Son absence était déjà devenue habituelle, une petite anomalie qui s'intégrait parfaitement dans le tissu de la vie du village. Les bouteilles de lait sur le perron de Mademoiselle Marple brillaient de condensation, et à côté d'elle se trouvait une note pliée dont le papier était froissé comme par des mains nerveuses. Elle était écrite en caractères soignés. « Venez à l'église à midi, s'il vous plaît. Je voudrais parler avant l'inspecteur. » Elle n'était pas signée. Mademoiselle Marple plaça la note sous un presse-papier en forme de moineau en verre et se servit une tasse de thé. Après tout, elle avait plusieurs heures devant elle avant midi, et la curiosité précipitée était un vice qu'elle réservait aux autres. Elle s'occupa plutôt de petites tâches ménagères, ces rythmes tranquilles qui font que le temps s'écoule correctement. Mais ses pensées, aussi obéissantes fussent-elles, revenaient à la fenêtre de la tour et aux deux silhouettes qu'elle avait aperçues en dessous. Quand elle arriva à l'église, la lumière du soleil traversait les vitraux aux tons bleus et dorés, projetant des motifs qui tremblaient légèrement sur le sol en pierre. Le vicaire était déjà là, attendant près de la porte de la sacristie. Il semblait plus pâle que jamais, les yeux fixés sur le sol, comme si les dalles elles-mêmes pouvaient l'accuser. « Mademoiselle Marple, » commença-t-il d'une voix hésitante, « je dois vous remercier d'être venue. Je ne savais pas qui d'autre pourrait m'écouter sans me méprendre. » Elle inclina doucement la tête.
Le monde, mon cher, est plein de malentendus. C'est ce qui rend la vérité si timide. Il jeta un coup d'œil vers l'orgue. Ce n'est pas un meurtre, quoi qu'ils en disent. Il est parti parce qu'il le voulait. Je pense qu'il voulait faire une sorte de geste. Un geste? Son ton était doux, curieux, pas indulgent. Le jeune homme serra les poings. Il disait que la musique pouvait racheter le silence, qu'il valait mieux ne pas dire certaines choses, tant qu'elles pouvaient être jouées. Il était troublé ces derniers temps. Des lettres, de petites accusations, rien qu'il ne voulait partager. Mais je pense que quelqu'un savait pour lui, et Madame Lestrange. L'expression de Mademoiselle Marple ne changea pas. Ah bon? Et que savait-il? Qu'il s'aimait, peut-être? Pas de manière inconvenante, dit-il rapidement. Mais les gens voient ce qu'ils veulent voir, et Sainte Mary Mead voit tout. Il avait l'intention de partir avant l'office du soir, pour lui épargner les commérages qui allaient en suivre. Pourtant, il n'est pas parti, dit calmement Mademoiselle Marple. Non, la voix du vicaire se brisa, et c'est ce que je ne peux supporter. Il m'a demandé de l'aider, d'aller chercher quelque chose dans la tour. Un paquet qu'il y avait caché. Mais quand je suis revenu, il était parti. Il se tourna brusquement vers la fenêtre, où la pâle lumière du matin grimpait sur la vitre. Je n'en ai pas parlé à l'inspecteur. Il verrait de la culpabilité dans chaque omission. Mademoiselle Marple suivit son regard vers le haut. Et qu'y avait-il dans le paquet? Il hésita, puis secoua la tête. Je ne l'ai jamais vu. Je sais seulement qu'il était petit, enveloppé dans du papier brun et ficelé. Elle l'observa un instant, puis sourit faiblement. Les gens gardent des choses curieuses dans les églises. Des lettres, des regrets, parfois même de l'espoir. C'est l'endroit le plus sûr, tant que personne ne regarde de trop près. Le bruit de pas les interrompit. L'inspecteur Crail entra, ses pas lourds, rompant le silence que le vicaire s'était efforcé de préserver. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il d'un ton vif. « Et vous, monsieur Gray? J'aurais dû m'en douter. Le sacristain m'a dit que quelqu'un était encore monté dans le clocher. » Le visage du vicaire pâlit. Je vérifiai la corde de la cloche. « Très pratique, » répondit Crail. « Nous allons jeter un œil ensemble, d'accord ?» Mademoiselle Marple ne le suivit pas immédiatement. Elle s'attarda près de l'orgue, laissant les deux hommes monter devant elle, l'étroit escalier en colimaçon menant à la cloche. Le faible murmure de leur voix laissait transparaître un mélange de suspicion et de défense, l'une calme, l'autre tendue. Sur la marche la plus basse, elle remarqua une petite trace de cire, aplatie par un talon de botte. L'odeur était vaguement familière, celle de l'huile de lavande, comme celle utilisée sur le bureau de Madame Lestrange. Elle remit ses gants en place et les suivit sans se presser. La chambre de la tour était remplie de poussière et sentait la corde. Un rayon de lumière pénétrait par une fenêtre à fente, éclairant la corde de la cloche et la plateforme en bois qui l'entourait. Crail examinait un renfoncement dans le mur, pas plus grand qu'une boîte à chaussures, dont la façade en pierre avait été récemment perturbée. « C'est là que se trouvait votre colis », dit-il en brandissant un morceau de ficelle. Aucune trace du contenu. Le vicaire fixait l'espace vide, comme s'il lui avait coupé le souffle. « Je jure que je l'ai laissé ici. Peut-être que quelqu'un l'a pris avant, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Ce village adore se débarrasser des choses gênantes. » Crail grogna. « Un voleur, peut-être, ou un amant cachant des preuves. Je vais faire réexaminer la lettre qu'il était en train d'écrire. » Le ton de l'inspecteur était vif, mais Mademoiselle Marple perçut le malaise qui se cachait derrière. Le rythme de ce mystère s'accélérait comme un hymne dont on aurait accéléré une mesure. Elle savait à quel moment la précipitation commençait à obscurcir l'harmonie, et Crail était sur le point d'atteindre ce moment. Quand ils descendirent enfin, le cimetière s'était à nouveau rempli du murmure discret des commérages. Madame Price Ridley était là, bien sûr,
discutant avec la femme du vicaire de convenance et de providence à parts égales. Mademoiselle Marple les dépassa avec son sourire courtois habituel et se dirigea vers le chemin. Du coin de l'œil, elle remarqua un mouvement près de la haie. Madame Lestrange, penchée pour ramasser quelque chose dans l'herbe. Ce n'est que lorsque la femme se redressa que mademoiselle Marple vit ce qu'elle tenait. Un morceau de papier brun, dont le coin était encore marqué par de la ficelle. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Madame Lestrange glissa le fragment dans son sac à main et se dirigea rapidement vers le presbytère, son sang-froid aussi précis que de la dentelle. Mademoiselle Marple s'arrêta devant son portail où flottait un léger parfum de lavande. La cloche au-dessus d'elle resta silencieuse, mais dans ce calme, elle entendit autre chose, l'écho d'une intention, délicate et délibérée, comme la note finale d'une mélodie jouée pour un seul auditeur. Le léger parfum de lavande flottait dans l'air, tandis que mademoiselle Marple se tenait près de son portail, suivant du regard madame Lestrange, qui s'éloignait jusqu'à ce qu'elle tourne au coin du presbytère. L'air était empreint de ce calme particulier qui s'installe lorsqu'un village a décidé qu'il avait assez parlé pour la matinée, même si l'on savait que ce silence signifiait simplement que les commérages s'étaient déplacés à l'intérieur. Elle retourna lentement vers son cottage, son esprit se concentrant non pas sur des preuves, mais sur la curieuse cohérence de petits détails. La bruyère pressée, la cire de lavande, la tasse non lavée, chacun à sa manière domestique, chacun discrètement déplacé. À l'intérieur, l'air était plus frais. Elle posa soigneusement ses gants à côté du vase de pois de senteur et s'assit près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir la tour de l'église St. Mary Mead s'élever au-delà des jardins, solide et pâle contre les nuages dérivants. Quelque part derrière ces murs se cachait l'ombre d'un secret, et comme tous les secrets de village, il trouverait bientôt son chemin vers la théière. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Le loquet cliqua, suivi d'un coup hésitant à la porte. Le sourire de mademoiselle Marple précéda ces paroles. « Entrez, ma chère. » J'ai cru entendre des pas incertains. C'était madame Price Ridley, bien sûr, les lèvres pincées, le visage rouge après avoir marché, serrant son sac à main comme s'il contenait autre chose que des livres de prière. « Je me suis dit, » commença-t-elle sans saluer, « que je n'interviendrais pas. Mais il le faut quand des âmes sont en jeu. C'est madame Lestrange, mademoiselle Marple. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez elle. » Mademoiselle Marple versa le thé, calme et sereine. « Quelque chose ne va pas » est une expression très vague, ma chère. Que voulez-vous dire exactement? On l'a vue seule ce matin dans le cimetière, en train de fouiner près de la haie. Et plus tard, elle s'est rendue au presbytère, avec une assurance déconcertante, portant une sorte de paquet. La femme de chambre a dit qu'il sentait la lavande. Madame Price Ridley se pencha en avant et baissa la voix. Elle achète des huiles chez le pharmacien d'East Chetfield. Vous savez à quoi elles servent. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent légèrement au-dessus de sa tasse de thé. Des tiroirs parfumés, peut-être, ou de la mélancolie. Du poison, murmura triomphalement madame Price Ridley. L'arsenic est pratiquement inodore, mais la lavande masquerait l'odeur de la bouteille. Mademoiselle Marple remua son thé d'un rythme tranquille. Ma chère, j'espère que vous ne suggérez pas que notre pharmacien fournit des meurtriers. Il trouverait la comptabilité plutôt délicate. La femme rougit, mais insista. Tout ce que je sais, c'est que M. Felton n'était plus le même depuis son arrivée. Elle s'est jouée de lui, croyez-moi. Certaines femmes ne peuvent s'empêcher de montrer à quel point les hommes peuvent être facilement égarés. C'est vrai, dit calmement mademoiselle Marple. Et certains hommes, d'après ce que j'ai observé, ne demandent qu'à le démontrer. Lorsque madame Price Ridley partit, son sens de la justice dûment rafraîchi, mademoiselle Marple resta assise un moment dans un silence pensif.
Elle prit un morceau de fil lavande dans son panier à couture et le tint à la lumière. La couleur, songea-t-elle, pouvait être trompeuse, semblant douce et inoffensive jusqu'à ce qu'on la voie sur le bon fond. Elle l'enroula lentement autour de son doigt et parvint à une conclusion qui relevait moins de la déduction que de la reconnaissance. Quelque chose avait été placé là pour sembler parfumé, alors qu'il s'agissait en réalité de dissimuler quelque chose. En fin d'après-midi, l'inspecteur rappela. Il semblait moins sûr de lui. Son ton était rude, car l'enquête n'avançait pas. « Nous avons fouillé les bois, » dit-il, debout, mal à l'aise, dans son salon. « Nous avons trouvé les traces de la bicyclette de l'homme, jusqu'au vieux pont du moulin, puis plus rien. Il avait disparu, sans laisser de traces. » Mademoiselle Marple lui proposa du thé, qu'il refusa avec l'air d'un homme qui tente de résister à la courtoisie. « Les villageois racontent toutes sortes d'histoires, » poursuivit-il. L'un jure avoir vu de la lumière dans le clocher de l'église la nuit dernière. Un autre a entendu de la musique d'orgue à minuit. « Les villages aiment les enchantements, » dit mademoiselle Marple. Cela leur permet de se sentir moins responsables. Crail expira bruyamment. Je vais vous dire ce qui me donne l'impression que quelqu'un essaie de transformer cette affaire en histoire de fantôme. Mais il y a de la chair et du sang quelque part, et je parierais que madame Lestrange en sait plus qu'elle ne l'admet. C'est possible, dit mademoiselle Marple en croisant les mains. Mais la connaissance et la culpabilité ne sont pas jumelles, inspecteur. Elles se ressemblent simplement lorsqu'on les regarde sous un mauvais éclairage. Il fronça les sourcils, mi-amusé, mi-exaspéré. Vous avez une façon confortable de rester neutre, mademoiselle Marple. Oh, pas du tout, dit-elle gentiment. Je préfère simplement m'asseoir, là où la vue est la plus claire. Après son départ, la soirée s'installa avec une légère bruine, fine comme de la brume. Mademoiselle Marple alluma sa lampe et se remit à tricoter, le doux cliquetis des aiguilles servant de métronome à ses pensées. Dehors, le clocher se profilait à travers la pluie, sa corde se balançant légèrement dans la brise. Elle imagina le paquet qui avait disparu de la niche, son papier brun déchiré, sa ficelle jetée dans l'herbe. Une lettre, peut-être, ou un souvenir, quelque chose qui appartenait à plusieurs personnes, et donc à personne. À la tombée de la nuit, elle entendit des pas précipités dans la ruelle. Jetant un coup d'œil dehors, elle vit à nouveau le vicaire, son parapluie oublié, l'air tendu et pressé. Il passa sous la lueur du réverbère et se dirigea vers la porte du cimetière avant de disparaître à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, une autre femme, plus mince, enveloppée dans un manteau pâle, le suivit. Les ombres les engloutirent tous les deux. Mademoiselle Marple ferma lentement son carnet. Ses pensées n'étaient ni alarmées ni complaisantes. Elle se situait quelque part entre les deux. Elle décida d'aller à l'office du soir le lendemain, même si aucun hymne n'était chanté. Après tout, c'est lorsqu'il croit être en présence du ciel plutôt que d'être observé depuis le dernier banc qu'on en apprend le plus sur les gens. Sa lampe clignota une fois, et elle regarda vers la fenêtre. De l'autre côté de la ruelle, la lumière de la tour scintilla à nouveau faiblement, non pas de manière régulière, mais en émettant une lueur intermittente, comme un battement de cœur sous la pierre. Cela dura 3 respirations, pas plus. Elle posa son tricot, se leva et resta debout à écouter dans le salon plongé dans l'obscurité. La pluie avait cessé, mais quelque chose dans l'air tremblait encore, comme une note jouée mais qui ne s'éteignait jamais. Le frémissement dans l'air persista longtemps, après que la faible lumière eut disparu dans la tour. Mademoiselle Marple resta immobile près de la fenêtre, la lumière de la lampe reflétant les mèches argentées de ses cheveux. Ses yeux, doux comme toujours, reflétaient la vigilance tranquille de quelqu'un habitué à déceler le danger dans l'ordinaire. Le silence était oppressant,
laissant présager des pas qui ne s'étaient pas encore fait entendre. Elle prit son châle et, avec la détermination de quelqu'un qui rend visite à un ami malade, sortit dans la nuit fraîche. La ruelle était déserte, à l'exception des reflets de la pluie sur les pavés. En passant devant la porte du cimetière, elle remarqua que le loquet était de travers, comme s'il avait été manipulé par une main tremblante. L'odeur de la terre humide s'élevait, mêlée à quelque chose de plus vif, le fantôme de la cire, faible mais réel. Dans la fenêtre de la tour, au-dessus, un mince filet de lumière brilla une fois, puis disparut complètement, ne laissant que la silhouette du clocher se détacher dans la nuit, qui s'intensifiait. Elle hésita devant la porte de la sacristie. Elle était entr'ouverte d'un doigt. À l'intérieur, l'air était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Le léger bruissement d'un tissu rompit le silence. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix basse, presque conversationnelle, comme si elle s'adressait à un chat nerveux. Le vicaire émergea de l'ombre, sa soutane froissée, le regard instable. « Mademoiselle Marple, bon sang, vous ne devriez pas être ici à cette heure-ci. Je pourrais en dire autant de vous, monsieur Gray, répondit-elle doucement. Mais je soupçonne que vos raisons sont plus urgentes que les miennes. Il rougit, jetant un coup d'œil vers l'escalier qui menait au clocher. Je suis venu vérifier que tout était en sécurité. L'inspecteur m'a demandé de m'assurer que personne ne touche à la cloche. Une diligence tout à fait louable, murmura-t-elle, bien qu'il soit un peu tard pour un tel zèle. Ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard se posa sur le sol, où la faible lueur de la graisse de bougie traçait une traînée sur les dalles. Mademoiselle Marple la suivit des yeux, chaque goutte étant espacée de manière précise, comme si elle avait été faite par une main, descendant de la tour, stable même dans la peur. Avant qu'aucun des deux n'ait pu ajouter quoi que ce soit, la porte de l'église s'ouvrit brusquement. L'inspecteur Crail entra, son manteau éclaboussé de pluie. « Ah !» dit-il, avec une satisfaction qui traduisait plus d'irritation que de triomphe. « J'aurais dû m'en douter. Vous deux, encore !» Le vicaire se raidit. « Inspecteur, épargnez-moi cela. On vous a vu traverser le cimetière à des heures indues. Et maintenant, la témoin elle-même vous surprend en train de rôder dans l'obscurité. Je dirais que cela fait mauvaise impression, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple lui lança un regard doux. « Les apparences sont souvent trompeuses, inspecteur. Les gens se déplacent rarement la nuit, à moins de craindre la lumière. » Le regard de Crail s'adoucit légèrement. Il commençait à soupçonner qu'elle en savait plus que lui, et cela le déstabilisait. Il fit un signe vers les escaliers. « Très bien. Allons voir ce qui est si captivant là-haut. » Ils montèrent ensemble. La flamme de la lanterne vacillait, projetant des ombres sur les murs étroits. Lorsqu'ils atteignirent le palier sous la cloche, l'air devint étouffant et sec. Quelque chose de métallique brillait à leurs pieds. Une chaîne, courte et tordue, comme si elle avait été arrachée d'un fermoir. Crail se baissa pour la ramasser. « Un collier cassé », dit-il d'un ton sinistre. « Un bijou de femme. Celui de Madame Lestrange, peut-être ?» Mademoiselle Marple s'approcha pour mieux voir. La chaîne portait un petit pendentif en forme de lyre dont la surface était rayée. « Ou appartenant à quelqu'un qui se prenait pour une musicienne, » murmura-t-elle. Crail la mit dans sa poche. « Nous le saurons bien assez tôt. » La cloche les surplombait, silencieuse, sa surface en bronze ternie par le temps. Sous elle, un tas de poussière et des fragments de plâtre marquaient l'endroit où quelque chose de lourd avait heurté le mur. L'inspecteur leva sa lanterne plus haut. On dirait que quelqu'un a essayé de tirer sur la corde à la hâte et a perdu l'équilibre. Mademoiselle Marple examina le sol. Une étroite éraflure s'incurvait vers le mur, s'arrêtant là où la poussière avait été remuée. « Ou peut-être, » dit-elle doucement, « ont-ils été poussés ?» Le vicaire poussa un cri étouffé. « Certainement pas.
C'est un lieu sacré. Personne ne... Aucun lieu, dit mademoiselle Marple, n'est si sacré que la peur ne puisse y pénétrer. Crail lui lança un regard méfiant, mais ne dit rien. Il dirigea la lanterne vers la fente ouverte de la fenêtre de la tour. La pluie avait séché en formant de fines traînées de boue. Dehors, le village dormait, tous les volets étaient fermés. Pourtant, un son très faible montait de la direction du presbytère, une mélodie fredonnée faux portée par le vent. L'inspecteur fronça les sourcils. Encore de la musique, toujours de la musique. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Certaines personnes, inspecteurs, ne peuvent s'empêcher de jouer même lorsqu'il n'y a plus personne pour les applaudir. Lorsqu'ils descendirent, elle s'arrêta une fois de plus près de la porte de la sacristie. Un morceau de ruban lavande était accroché au loquet, déchiré à un bout. Elle le prit délicatement entre ses doigts et le glissa dans son mouchoir. Crail vit le geste et ne dit rien, mais serra les mâchoires. Dehors, l'aube n'était qu'un murmure à l'horizon. Le vicaire s'excusa et se dépêcha de descendre le chemin, sa silhouette rapidement engloutie par la brume. Crail s'attarda auprès de mademoiselle Marple. « Pensez-vous qu'il cache quelque chose ?»« Tout le monde cache quelque chose, inspecteur. La différence réside dans leur intention de le garder pour toujours. » Il étudia son visage, puis acquiesça brièvement et se détourna. Elle resta où elle était, les oiseaux matinaux commençant tout juste à chanter timidement. Le ruban dans sa main dégageait encore un léger parfum de lavande, mais mélangé à quelque chose de métallique, comme du vieux laiton. Elle regarda vers la tour où la cloche était suspendue, invisible, et son expression devint pensive, presque triste. « Les apparences, murmura-t-elle, sont si rarement sincères. » Le matin venait à peine de s'installer lorsque mademoiselle Marple s'éloigna du cimetière, sa main gantée tenant toujours le ruban de lavande. Une seule note de cloche résonna faiblement depuis quelque part au fond de la tour, bien que personne n'ait touché la corde. Elle n'était pas forte, simplement suggestive, comme si un son pouvait mieux se comprendre à mi-chemin de son existence. Elle se dirigea vers la ruelle, d'un pas léger mais sans se presser, et rentra chez elle à travers la brume qui adoucissait chaque forme dans le secret. Lorsqu'elle arriva à son portail, le village commençait à s'animer. Le facteur, qui avait toujours l'air surpris par la vie, la salua d'une toux nerveuse. « Bonjour, mademoiselle Marple. Encore une fois, il y a du travail. L'inspecteur est au presbytère depuis l'aube. Il a fait savoir qu'il avait trouvé quelque chose derrière l'orgue cette fois-ci. »« Comme c'est curieux, » murmura-t-elle en acceptant ses lettres. « Les orgues sont souvent plus révélateurs que les personnes qui les jouent. » Cette remarque le laissa perplexe, mais il acquiesça aimablement et poursuivit son chemin. Mademoiselle Marple apporta le courrier à l'intérieur, le posa soigneusement sur son secrétaire et s'assit avec le calme de quelqu'un qui a l'habitude d'écouter plutôt que d'agir. Le ruban lavande était posé à côté de sa tasse, son bord déchiré, laissant apparaître un fin fil doré tissé dans les fibres. Ce n'était pas purement décoratif, mais cachait peut-être quelque chose, une marque d'appartenance. Elle repensa à l'élégance soignée de madame Lestrange, à la façon dont ses doigts gantés tremblaient lorsqu'elle parlait de musique, et au calme effrayé du vicaire face au silence. On frappa doucement à sa porte. La femme du vicaire entra, anxieuse mais calme, à la manière de ceux qui croient que le contrôle peut remplacer la compréhension. « Ma chère mademoiselle Marple, tout cela est trop affreux. L'inspecteur Crail insiste pour examiner chaque centimètre carré de l'église. La chorale est en plein désarroi. Madame Lestrange dit qu'elle ne peut pas répéter dans un endroit qui s'est transformé en scène d'enquête. » Mademoiselle Marple se servit une tasse de thé et en offrit une deuxième, comme le voulait son habitude. Le malheur choisit souvent les lieux les plus respectables. L'inspecteur était-il seul? Oh non, Monsieur Gray était avec lui. Il avait l'air épouvantable, le pauvre. L'inspecteur l'a interrogé avant le petit déjeuner, là, dans la sacristie.
Et puis, croyez-le ou non, ils ont trouvé une lettre dans les tuyaux de l'orgue. Une lettre? Le ton de mademoiselle Marple était doux mais précis. C'est ce qu'on dit. Scellé avec de la cire violette. Le vicaire en a aperçu un bout avant que Crail ne la lui arrache des mains. Certains disent qu'elle a été écrite de la main de M. Felton, d'autres qu'elle était destinée à Madame Lestrange. Vous savez comment sont les gens. Oui, dit mademoiselle Marple en posant sa tasse. Ils parlent surtout quand ils ont peur de réfléchir. La femme du vicaire eut l'air perplexe, puis soupira. Je pense que vous avez raison. J'espère tout de même que la vérité sera bientôt révélée. Tout cela devient vraiment inconvenant. Quand elle partit, mademoiselle Marple reprit son châle. Le temps s'était éclairci, laissant place à cette fausse luminosité qui suit souvent un monde fraîchement lavé, feignant l'innocence. Elle retourna vers l'église, où l'inspecteur venait de sortir, son chapeau enfoncé sur la tête et son carnet fermé, comme si les faits eux-mêmes pouvaient s'échapper. Il la repéra immédiatement. « Je pensais que vous seriez là, » dit-il. « Vous avez l'habitude d'apparaître avant que j'aie fini de réfléchir. »« C'est le problème avec les faits, » répondit-elle. « Ils attendent rarement le moment opportun. » Il hésita, puis sortit la lettre, trouvée coincée derrière les tuyaux de l'orgue. Sans destinataire, sans signature. Juste ceci. Il déplia une seule feuille. L'écriture, précise et inclinée, disait « Que la musique exprime ce que la langue ne peut avouer. » Miss Marple y jeta un coup d'œil, le regard doux. Une confession peut-être, ou un défi, ou une distraction, dit Crail. Celui qui a écrit cela voulait que nous le regardions, sans aller plus loin. Tout à fait. Pourtant, ceux qui souhaitent dissimuler leur vérité choisissent rarement la poésie comme camouflage. Elle laisse trop de traces visibles. Il mit la lettre dans sa poche, agacé par l'idée que l'émotion puisse se mêler à la logique. Je vais bien sûr la faire analyser. Mais plus j'examine cette affaire, moins elle me plaît. Pas de corps, pas de certitude, juste des chuchotements et des parfums de femmes. Le parfum, dit Miss Marple d'un ton léger, est parfois utilisé pour masquer ce qui ne peut être effacé. Crail lui lança un regard noir. « Vous voulez dire la culpabilité ?» Elle sourit faiblement. « Je veux dire l'intention. » Il la quitta alors, se dirigeant à grands pas vers le presbytère, la lettre à la main. Elle s'attarda près du porche où l'air conservait encore la douceur légère de la cire de bougie et de la lavande. Les bancs, à l'intérieur, étaient vides, à l'exception d'un seul livre de prières ouvert sur le dos, dont le ruban marque-page avait été arraché. Elle se baissa pour le ramasser. Elle remarqua que le marque-page manquant était de la même couleur que le ruban qu'elle tenait dans sa main. Ainsi, le fil de lavande n'était pas destiné à la décoration, mais à la dévotion. Des pas résonnèrent derrière elle. Madame Lestrange se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle, sans gants, son sang-froid s'amenuisant comme du papier sous la pluie. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement, je n'aurais pas dû venir, mais je ne supporte plus le silence. » Le silence, dit mademoiselle Marple, a une façon de choisir le moment où il se fait entendre. Le regard de madame Lestrange se posa sur l'orgue. Il n'était pas censé mourir, il voulait seulement partir. Il pensait que s'il disparaissait, les ragots cesseraient. Ses mots se brisèrent. Je lui ai donné quelque chose pour le protéger. Quelque chose qui m'appartenait. Un ruban peut-être ? Demanda doucement mademoiselle Marple. La femme acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible. Il disait que cela lui rappellerait que les apparences pouvaient être rachetées, que la musique pouvait purifier ce que les mots ne pouvaient pas. Mademoiselle Marple fouilla dans sa poche et en sortit le fil légèrement parfumé. « Alors je crains, ma chère, que votre gentillesse l'ait suivi plus fidèlement que vous ne le souhaitiez. » La femme le regarda avec un son étranglé, mi-triste, mi-reconnaissant. « Vous l'avez trouvé là, dans la tour ?» dit Miss Marple doucement.
là où la cloche attend d'être sonnée. Les lèvres de madame Lestrange s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle se tourna vers la nef, où la lumière des vitraux tremblait sur son visage, le divisant entre couleurs et ombres. « Je pense, murmura-t-elle, qu'il est temps que je parle à l'inspecteur. » Miss Marple inclina la tête, le visage impassible. « Oui, mais pas de ce que vous avez vu ou de ce que vous ne vouliez pas voir. » La femme partit sans un mot, ses pas résonnant sur la pierre comme les notes déclinantes d'un hymne inachevé. Mademoiselle Marple resta seule parmi les bancs, le ruban déchiré du livre de prière entre les doigts. Dehors, le vent soufflait dans les ifs, comme le souffle avant une confession. Le vent soufflait dans les ifs, dans un murmure faible et incertain, et mademoiselle Marple s'attarda dans la nef longtemps après que les pas de madame Lestrange se furent évanouis. L'air semblait chargé, non pas de peur, mais d'anticipation, comme si l'église elle-même retenait son souffle. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans la lumière colorée. Elle se tenait là, à l'écoute non seulement des sons, mais aussi de leur absence, ce genre de silence qui suit des mots délibérément non prononcés. Quelque part, sous ce silence, se cachait une vérité trop lourde pour être exprimée par des mots ordinaires. Lorsque la porte de la sacristie s'ouvrit en grinçant, l'inspecteur Crail entra le premier. Ses bottes laissaient de légères traces sombres sur les dalles. Derrière lui venait madame Lestrange, les mains gantées, tremblant visiblement, le visage impassible à grand-peine. L'inspecteur lui fit signe de s'asseoir sur un banc. « Asseyez-vous, madame. Vous avez dit que vous souhaitiez faire une déclaration. » Elle obéit, s'asseyant avec précaution, comme si elle craignait que le bois ne cède sous son poids. Mademoiselle Marple s'approcha un peu, sous prétexte de remettre en place un coussin tombé. Le crayon de l'inspecteur était suspendu au-dessus de son carnet. « Cela ne devait pas aller aussi loin, » commença madame Lestrange. « Il m'a demandé de l'aider à partir discrètement. Il m'a dit qu'il avait des dettes, modestes peut-être, mais déshonorantes à leur manière. Il ne pouvait pas affronter un autre scandale. J'ai accepté de le rencontrer après la répétition, juste pour lui donner un peu d'argent et lui promettre ma discrétion. » Crail acquiesça, le regard perçant. « Et c'est pour cela que vous avez été vu dans le cimetière cette nuit-là. » Elle hésita. « Oui, mais il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre avant mon arrivée. J'ai entendu des voix près de la tour. Je pense que non, je suis certaine que c'était le vicaire. Il semblait en colère. »« Monsieur Gray ?» demanda rapidement Crail. « Vous en êtes sûr ? Je ne pouvais pas me tromper, » dit-elle doucement. Son ton était toujours précis, presque répété, même lorsqu'il était contrarié. Ils se sont disputés, mais je n'ai pas entendu pourquoi. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la porte de la sacristie, où de légères rayures marquaient la poignée en laiton, comme si quelqu'un l'avait saisie précipitamment. « Les disputes, » dit-elle doucement, « commencent souvent par des discussions morales et se terminent par quelque chose de complètement différent. » L'inspecteur leva les yeux. « Vous avez dit que vous l'avez rencontré après que les voix se soient tues. » Oui. Il était bouleversé, mais il souriait. Il a dit que tout était réglé, qu'il partirait cette nuit-là. Il m'a mis quelque chose dans la main, une clé, je crois, et m'a dit de la garder en sécurité. Puis, il est entré dans la tour, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. » Crail se pencha en avant. « Qu'avez-vous fait de la clé ?» Elle ouvrit son sac à main d'une main tremblante. Au fond, elle trouva une petite clé en fer attachée à un fin cordon. Elle murmura « Elle ne correspondait à aucune des portes que j'ai essayées. J'ai pensé qu'elle appartenait peut-être à l'église. » L'inspecteur la prit et examina son bord usé. Miss Marple reconnut immédiatement le motif. C'était la forme utilisée pour les anciens coffrets qui contenaient les pièces de monnaie offertes ou la correspondance privée. Son esprit vif, toujours en train de compter les motifs,
remarqua à quel point une telle clé pouvait naturellement appartenir non pas à la richesse, mais à la conscience. « Merci, madame, » dit Crail d'un ton vif. « Cela suffira pour l'instant. » Il se leva et lui fit signe de se diriger vers l'allée. Elle marcha avec calme jusqu'à la porte, puis s'arrêta à côté de mademoiselle Marple. « Je lui ai dit que je prierais pour lui, » dit-elle doucement. Il a ri. Il a dit que la musique serait plus efficace. Lorsque la porte se referma derrière elle, le silence revint dans l'église. Crail fit tourner la clé entre ses doigts. « Donc, dit-il, nous avons une femme amoureuse, un homme disparu et un ecclésiastique qui a quelque chose à cacher. C'est presque trop bien rangé. » « En effet, » murmura mademoiselle Marple. « Et dans les affaires humaines, l'ordre est généralement artificiel. » Il mit la clé dans sa poche. « Nous fouillerons à nouveau la tour ce soir. » Miss Marple le regarda partir, l'air serein mais distant. Lorsqu'elle se retrouva seule, elle se dirigea vers l'orgue et posa légèrement la main sur le bois poli. L'air sentait légèrement l'huile et la poussière. Elle appuya sur une touche et une seule note résonna dans l'église, faible, incertaine. Le son vacilla, puis se stabilisa, comme si le tuyau venait de se rappeler comment chanter. Derrière elle, une voix se fit entendre. « Vous ne devriez pas toucher à cela, mademoiselle Marple. » C'était Monsieur Gray. Il se tenait à moitié dans l'ombre, les mains crispées devant lui. « L'inspecteur m'a demandé d'éloigner les gens. »« Je vois, » dit-elle aimablement. « Mais je pense que l'orgue a déjà été touché par trop de personnes. » Il esquissa un sourire crispé. « Vous aimez les énigmes, n'est-ce pas? Vous devriez peut-être laisser celle-ci aux vivants. »« Oh, mais mon cher, » répondit-elle, « les vivants sont tellement peu fiables. » Pendant un instant, ils se regardèrent en silence. Puis il se tourna brusquement vers la sacristie. La porte se referma derrière lui avec un bruit qui semblait définitif. Mademoiselle Marple se dirigea vers le banc où Madame Lestrange était assise. Une légère empreinte était restée là où ses gants avaient appuyé sur le bois. À côté, à moitié enfoui sous le coussin de la genouilloire, elle trouva un fragment de papier dans le coin d'une photographie gondolée et noircie par le temps. On y voyait le bord d'un banc de cœur, la manche d'un homme en tissu noir et une main posée sur les touches d'un orgue. La main portait une petite bague en forme de lyre. Elle plia soigneusement le fragment et le glissa dans sa poche. Dehors, le vent se leva à nouveau, agitant les ifs, jusqu'à ce que leurs branches effleurent les murs de l'église avec un bruit semblable à des applaudissements discrets. L'effet était presque théâtral, comme si le village lui-même se préparait pour le prochain acte. Mademoiselle Marple se redressa, le visage calme, mais les yeux légèrement troublés. Le monde, pensait-elle, aimait trop les déguisements, et celui-ci avait été composé avec un soin remarquable. Le bruit du vent effleurant les murs de l'église s'estompa tandis que mademoiselle Marple descendait lentement la nef, la photographie pliée reposant comme un secret dans sa paume. Chaque pas résonnait faiblement, petit et délibéré, comme si elle mesurait le rythme d'un hymne inachevé. La dernière note de l'orgue tremblait encore dans le son étouffé du souvenir et semblait la suivre jusqu'au porche. Dehors, la lumière du jour déclinait, traversant les tombes en rubans d'or pâle. Du presbytère provenait un faible murmure de voix, au ton à la fois urgent et tendu. Elle traversa le chemin avec son calme habituel, comme si elle rendait une visite de courtoisie plutôt que de se rendre au cœur d'une confession en cours. L'inspecteur Crail se tenait près de la cheminée, sans manteau, les manches de sa chemise retroussées. Il avait l'air d'un homme qui avait lutté trop longtemps contre des adversaires invisibles. Le vicaire se tenait à côté de lui, visiblement bouleversé, et le plateau de thé de Madame Wetherby, abandonné à mi-chemin, se trouvait entre eux comme une offre de paix qu'aucun des deux n'osait toucher. Mademoiselle Marple entra silencieusement.
L'inspecteur leva les yeux, la fatigue dans son regard laissant place à un respect prudent. « Vous avez le don d'arriver au moment où les choses sont les plus délicates, » dit-il. « Nous avons eu un nouveau développement. Quelle chance !» répondit-elle, en s'installant sur une chaise avec l'air de quelqu'un qui prend un cerceau à broder. Crail fouilla dans sa poche et posa la petite clé en fer sur la cheminée. Vous aviez raison, elle ne correspondait pas à une porte. Nous avons trouvé la boîte à laquelle elle s'adapte, cachée sous le plancher de la sacristie. Elle était fermée à clé, jusqu'à il y a quelques minutes. Le vicaire se signa instinctivement. Elle contenait des registres paroissiaux, inspecteurs, des anciens, mais aussi d'autres documents. Crail acquiesça d'un air sombre. Des lettres de M. Felton à une femme, signées uniquement M. J'ai supposé qu'il s'agissait de Madame Lestrange, mais je n'en suis pas certain. Et des entrées dans un grand livre, rédigé de sa main, concernant des paiements reçus d'une source inconnue. Elles ont cessé brusquement il y a 2 semaines. L'expression de Mademoiselle Marple resta impassible. Il semble que M. Felton ne se contentait pas de diriger des arrangements musicaux. « Du chantage », dit Crail d'un ton neutre. « Du moins, c'est ce que je pense. Il avait peut-être quelque chose sur le vicaire, ou peut-être sur notre élégante Madame Lestrange. Dettes, secrets, liaisons, tout cela a la même valeur dans un petit village comme celui-ci. » Le vicaire tressaillit. « Vous parlez trop durement, inspecteur. Notre village est chrétien. » Mademoiselle Marple le regarda avec bienveillance. « Mon cher monsieur Weatherby, le christianisme n'a jamais empêché la fragilité humaine. Il lui donne simplement de meilleures manières. » Un petit silence s'ensuivit. Dehors, la corde de la cloche de l'église se balançait légèrement dans la brise, visible à travers la porte ouverte. Crail la regardait comme s'il s'attendait à ce qu'elle parle. « Nous allons faire revenir le vicaire, » dit-il. « Il cache quelque chose. Lorsque nous l'avons interrogé la dernière fois, il semblait prêt à avouer, mais il n'arrivait pas à décider quel péché semblerait le plus pardonnable. » Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux. « C'est peut-être parce que le pire péché, inspecteur, porte souvent le visage le plus respectable. » Il lui lança un regard perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Mais elle se contenta de sourire, les yeux baissés. Seulement que le cœur peut être aussi bien rangé que le garde-manger d'un presbytère, où tout est étiqueté, mais où rien n'est vraiment à sa place. Quelques instants plus tard, le vicaire fut introduit. Son col était légèrement de travers, son expression pâle mais posée. Il ne regardait pas l'inspecteur, mais mademoiselle Marple, comme s'il cherchait refuge. « Vous avez trouvé les lettres ?» dit-il doucement. « Alors vous savez déjà ? » « Savoir quoi, monsieur Gray ?» Le ton de Crail était sec. Qu'il ne faisait chanter personne. Il les protégeait. Crail le fixa du regard. « Protéger qui ?»« Madame Lestrange, » répondit le vicaire. Elle était mariée à un homme qui avait détourné des fonds du diocèse. Felton l'avait découvert lorsqu'il avait pris ses fonctions ici. Il voulait la protéger de la honte. Il m'avait dit qu'il endosserait la responsabilité si cela venait à être découvert. L'inspecteur se pencha en avant. « Et vous l'avez cru ? Par dévouement, peut-être ?» Le visage du vicaire rougit. Par pitié. Il était seul. Il pensait que le sacrifice pourrait le rendre noble à nouveau. La voix de mademoiselle Marple s'éleva doucement, comme s'il y avait un lien entre leurs paroles. « Vous vous êtes disputé avec lui cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Le jeune homme ouvrit les lèvres. « Oui, il m'a dit qu'il partait, qu'il laisserait la clé de la boîte avec elle. Je l'ai supplié de détruire les lettres à la place. Il a répondu que la confession devait avoir son témoin. Et quand il est entré dans la tour, le vicaire baissa les yeux. Il a dit qu'il voulait sonner la cloche, une fois avant de partir. « Pour le pardon » a-t-il dit. J'ai entendu la corde grincer, puis plus rien. Crail fronça les sourcils. « Vous ne l'avez pas suivi. » J'ai essayé. La porte était coincée. Quand je suis arrivé sur le palier, il était parti. Il ne restait plus que la bougie.
Les mains de mademoiselle Marple bougèrent légèrement, dans un rythme pensif contre son châle. « Vous étiez sûr qu'il était parti ?» Le vicaire leva les yeux, la voix tremblante. « Il n'était pas là. Mais j'entends encore la cloche, parfois, dans mon sommeil. Une seule note. Elle s'arrête à mi-chemin. » Crail expira, la frustration lui crispant les épaules. Des rêves, de la culpabilité. Rien de plus. Mais le regard de mademoiselle Marple s'était posé sur la cheminée, où la clé en fer gisait à côté des lettres. « Étrange, n'est-ce pas, dit-elle doucement, que la musique et la conscience partagent un trait commun. Elles exigent toutes deux une résolution. » Le vicaire se tourna vers elle, comme s'il s'apprêtait à parler à nouveau, mais à ce moment-là, un son retentit depuis l'église de l'autre côté de la ruelle, un faible carillon qui n'était pas frappé par une main humaine, une cloche qui vacilla et s'arrêta à mi-chemin de sa deuxième note. Le visage de l'inspecteur Crail pâlit. Mon Dieu, qui sonne la cloche maintenant? Mademoiselle Marple se leva lentement, le visage impassible, et se dirigea vers la porte. « Personne, dit-elle, mais quelque chose, je pense, souhaite être entendu. » Le son faible et hésitant de la cloche résonnait comme une question dans la nef vide, vibrant dans l'air jusqu'à sembler suspendu entre les pierres. Mademoiselle Marple resta immobile, le regard fixé sur les cordes et les poulies au-dessus d'elle, réfléchissant au silence qui suivit. Elle avait attendu ce moment, non pas pour le bruit de la découverte, ni pour l'accusation, mais pour le subtil dévoilement qui survient lorsque les gens croient que leurs secrets sont en sécurité dans le bourdonnement ordinaire de la vie du village. L'inspecteur Crail et le vicaire l'observaient depuis les bancs, tous deux tendus, tous deux réticents à briser le charme. Les lettres étaient soigneusement pliées sur le banc de l'orgue, la clé en fer entre elles, et les fragments de ruban déchirés reposaient comme le fantôme d'une intention sur le bois poli. Dehors, le vent faisait bruisser les ifs, transportant un léger parfum de lavande, et avec lui le rappel que les petits gestes domestiques pouvaient autant cacher qu'ils révélaient. Mademoiselle Marple tourna son attention vers le crucifix au-dessus de l'autel. Son ombre tombait sur les touches de l'orgue, s'alignant avec la légère trace laissée par les doigts de quelqu'un. Elle le remarqua, puis regarda à nouveau Madame Lestrange, qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, les mains gantées, jointes comme pour s'empêcher de bouger trop tôt. Son expression était prudente, mais ses yeux trahissaient un léger soupçon de soulagement ou peut-être de reconnaissance. « Vous voyez, inspecteur, » dit doucement mademoiselle Marple. La musique elle-même est un témoin. Elle sait où la main affaiblit et quelle note devait résonner. Crail fronça les sourcils. Je crains de ne pas comprendre. L'homme disparu, poursuivit-elle, n'a pas disparu par malveillance ni par accident. Il est parti, oui, mais ce faisant, il s'est appuyé sur les suppositions du village pour dissimuler son acte. Une note laissée à moitié jouée, une clé remise sans cérémonie, des rubans déchirés mais conservés. Ce sont là les marques d'une intention, et non d'une disparition. Le vicaire ouvrit la bouche. « Alors il n'est pas parti ?»« D'une certaine manière, » répondit mademoiselle Marple. « Il a choisi de se soustraire à l'examen immédiat, oui. Mais sa présence persiste dans les gestes qu'il a laissés derrière lui. Les lettres, les clés, le léger parfum de lavande. Ce sont sa voix, inspecteur. Son geste était un acte de protection plutôt que de menace. » Crail fronça les sourcils. « Protection pour qui? Madame Lestrange ? » Exactement, et peut-être pour d'autres, dont il craignait que la dignité et l'intimité ne soient jamais compromises par les ragots. C'est précisément cette crainte qui l'a conduit à la tour, à sonner une fois la cloche, à marquer sa conscience, puis à quitter la scène vide, mais visible pour ceux qui savaient lire entre les lignes. L'inspecteur prit note, bien que son expression suggérât le besoin de preuves plus tangibles. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur le banc de l'orgue, où se trouvaient les lettres. L'une d'elles portait la signature « M ».
mais elle savait que l'écriture avait été délibérément modifiée afin de garantir l'ambiguïté. Les seules vérités étaient celles qui se trouvaient dans les mouvements, le choix des cachettes, les coins pliés, la note interrompue sur les touches. « Monsieur Gray, dit-elle doucement en se tournant vers le vicaire, vous avez compris les intentions du jeune homme, n'est-ce pas ?» Il hésita. Je pensais que oui. Mais tant que je n'avais pas vu comment la cloche, le ruban, les lettres, tout cela interagissait, je ne pouvais en être sûr. « Et maintenant ?» demanda mademoiselle Marple. Il déglutit. Je vois qu'il voulait protéger plutôt qu'accuser. Protéger plutôt que mettre en danger. Et il comptait sur la compréhension de quelques personnes perspicaces. Des personnes qui ne le jugeraient pas, mais verraient plutôt la musique de sa conscience. Mademoiselle Marple acquiesça. Exactement. Et c'est pourquoi, inspecteur, les apparences sont souvent trompeuses. Ce n'est pas la malveillance qui suscite la suspicion, mais la tendance humaine à remplir le silence de nos propres suppositions. Creel se frotta les tempes. Donc, tout cela, l'homme disparu, les lettres, le ruban, n'avait pas pour but de menacer, mais de dissimuler de la gentillesse. De la gentillesse et une forme particulière de courage, répondit Miss Marple. Il faut beaucoup plus de force morale pour se retirer discrètement pour le bien des autres que pour agir avec audace pour soi-même. La faible lumière du jour se déplaçait dans la nef, illuminant la plaque en laiton sous la cloche. Mademoiselle Marple s'approcha, remarquant l'ombre qui tombait sur le sol. Elle correspondait parfaitement à la marque sur le palier et à la poussière souillée par les traces de cordes, non pas de panique, mais d'un mouvement délibéré. L'homme disparu avait accompli un dernier acte de théâtre moral, invisible à tous, sauf à ceux qui étaient sensibles aux subtilités. Elle se tourna à nouveau vers l'inspecteur. « Creel, vous recherchiez quelque chose de tangible, mais ici, c'est doux, silencieux et éthique. La cloche n'a pas sonné complètement. Les lettres n'étaient pas destinées à révéler un scandale. Le ruban a été placé pour marquer la fidélité. C'est pourquoi le village a supposé qu'il s'agissait d'un crime alors qu'il ne s'agissait que d'une rédemption prudente et silencieuse. » Creel expira lentement, mélange de soulagement et d'admiration réticente. J'aurais dû le deviner. Mais les signes m'ont induit en erreur. C'est la nature humaine, dit doucement mademoiselle Marple. Nous voyons ce que nous attendons, pas ce qui est. Pourtant, quelques observations discrètes, de la patience et une attention aux détails domestiques, aux plus petites manifestations de la vie, permettent à la vérité d'émerger. Dehors, la cloche de l'église restait silencieuse, mais sa présence se faisait sentir comme une note suspendue attendant d'être terminée. Le vent agitait les ifs, soulevant un ruban lâche qui flottait faiblement contre la fenêtre de la nef, dernier écho de l'intention du jeune homme. Mademoiselle Marple prit une lente inspiration, sentant le calme descendre. Elle ramassa les lettres et la clé, les glissant dans son sac. Le vicaire et l'inspecteur Creel échangèrent un regard, reconnaissant tous deux que certains mystères ne nécessitent aucune accusation pour être résolus. Seulement de la compréhension. Mademoiselle Marple s'attarda un instant de plus à la porte. Le cimetière au-delà était calme, le soleil se levait plus haut, illuminant les pierres tombales et les longues ombres projetées par les ifs anciens. La musique qui s'était tue résonnait désormais à travers la compréhension plutôt que le son. Elle sortit, son châle effleurant l'air matinal. Le village continuerait ses rituels, inconscient de la résolution éthique et émotionnelle qui s'était discrètement opérée en son sein. Les apparences avaient été préservées, les réputations maintenues, et la cloche avait enfin terminé sa note inachevée dans la mémoire, sinon dans le son.